dernière présentation de la soirée avec une présentation très intéressante. Aidez-moi à accueillir Denis Fabien et Étienne Montmorency. Vas-y. Je suis sur l'écran. Oui, là maintenant. Bon. Ouais, donc bonjour. En fait, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose par rapport à la sécurisation des variables d'environnement et la souveraineté. La souveraineté, je pense que tout le monde en a parlé quasiment aujourd'hui, donc on va juste être une équipe de plus à en parler. Donc, l'idée derrière ça, c'est pas le bon, ici, voilà. En fait, je vais commencer par expliquer un petit peu qui on est. Donc, on est Ikigai Lab, on est une start-up québécoise, on a été créé il y a 6 mois environ. On a été incubé au Santec. Là, on a fini notre première phase d'incubation. Donc, on passe à l'étape suivante. Puis, en fait, à la base, on est des gens spécialistes en DevOps, en automatisation. Il y a déjà des gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai pu apercevoir. Mais on est spécialisé en automatisation et on a vécu des enjeux. Moi, je suis passé par Desjardins, BDC, par le MCN et d'autres compagnies. Et on a eu les mêmes enjeux partout. Donc, au lieu de continuer à galérer, on a décidé de créer des outils pour venir répondre à ces enjeux-là. Donc, la compagnie, c'est qui? On est 3 personnes. Il y a Véronique Aubry, qui est une spécialiste en tout ce qui est gouvernance IT et gestion stratégique de projet. Il y a Étienne qui est là, qui est architecte de solutions spécialisé en ingénierie DevOps. Et puis, il y a moi qui joue souvent les rôles de coach dans diverses compagnies et qui ne suis pas à ma première compagnie. J'avais déjà créé d'autres par le passé. Qu'est-ce qu'on a créé? C'est une plateforme qui s'appelle KeyArbor. Cette plateforme, elle permet globalement de gérer 3 choses. Des gestions d'état Terraform, donc en étant souverain, c'est-à-dire t'es pas dans le cloud de chez Terraform. On a mis un système de key value aussi. C'est un petit peu là-dessus qu'on va reparler après. Pourquoi un système de key value? C'est tout simplement parce que lorsqu'on fait l'automatisation, il y a souvent des valeurs qu'on a besoin de transmettre entre les pipelines. Et à chaque fois, la galère, c'est on en fait quoi? On le laisse dans les artefacts, on les met quelque part, on les met dans une voûte. Ah, mais j'ai pas de voûte chez mon client. Nous, l'idée, c'est qu'on a une solution simple pour le mettre en place. On a aussi développé un système pour gérer les licences logicielles. Donc, quand on dit gérer les licences logicielles, c'est juste aider les gens. On va dire bêtement, c'est un chiffrier Excel très avancé pour que les gens soient capables de s'y retrouver. C'est moins technique. Généralement, les gens de DevOps, ça ne les intéresse pas, mais les gens de finance sont très intéressés parce qu'ils peuvent comme ça mieux voir où est-ce qu'ils gaspillent et ce genre de choses-là. Et la dernière feature nous est arrivée récemment, avec réalisé dans très peu de temps. C'est pour la surveillance des tokens et des certificats. On sait là tout ce qui s'en vient avec les certificats à renouveler. Nous, on veut pas être une autorité de certification. Ce que l'on veut, c'est être capable de générer comme des calendriers pour que les gens sachent quand est-ce que mon token expire. Bêtement, j'ai encore eu le cas aujourd'hui chez mon client. Il y a un token qui a expiré quelque part dans la chaîne, on ne savait pas où c'était. Ça nous a pris 1 heure à trouver lequel token avait expiré. Si on avait mis ça en place d'avance, j'aurais pu savoir tout de suite, ah, mon token expire dans 3 jours, il faut que j'aille changer maintenant. Et plus qu'un calendrier, on peut également garder des informations qui vont nous aider à renouveler quand il va falloir renouveler. D'où est-ce qu'il vient? C'est quelle autorité? C'est quelle permission qu'il faut mettre? Ce genre d'informations. Aujourd'hui, on va plus parler de la vulnérabilité chronique des variables d'environnement. Pourquoi? Tout ce que je mets là, normalement, ça va vous dire quelque chose si vous avez eu à gérer ça. C'est quoi souvent chez POS? C'est stocké dans du texte brut parfois. Il y a un risque persistant de push qu'on travaille avec du guide. Combien de fois finalement la variable va se ramasser dans le repo? Il y a des problèmes de synchro d'équipe. Entre pas l'équipe D qui a mis à jour un token que l'autre n'a pas mis à jour de faire rouler. La traçabilité, la rotation des crédentials et enfin la gestion des environnements. Parce que là aussi, tu as des variables pour le dev, pour le QA, pour le machin. Puis à chaque fois, il faut que tu joues entre tes variables d'environnement pour être capable de faire quelque chose. Donc là, c'est là que toi, tu interviens. OK. En fait, c'est ça. Vous avez sûrement déjà travaillé là, avec des scripts, tout ça. Ah oui, il faut que je fasse un share. Hein. C'est bon, c'est bon. Share external vidéo. Ouais. Share your screen. Entire screen. OK. Super. C'est beau. Merci. Fait qu'on retourne dans. Pardon?
Ouais, comment je peux faire... Normalement, c'est en Linux, c'est CTRL+, Ouais, là, mais, ça. ouais. On va pas... OK. On est familier avec le terminal, j'espère. Donc, souvent, nous, dans les équipes qu'on a rencontrées, qu'on accompagne, on fait des scripts, on scripte des choses. Puis, une des questions qu'on se pose, c'est je mets où mes variables? Soit les variables d'environnement parce que j'ai différents environnements à gérer. J'ai de la dev, j'ai de la prod, j'ai du QA, ou j'ai des variables sensibles que je veux stocker en quelque part, puis que je veux pas que ça apparaisse dans mon historique, ou je veux pas garder ça dans un fichier texte, ou j'ai besoin de collaborer, dans le fond, avec une équipe en partageant certains de ces tokens-là. Donc, nous, dans le fond, je voulais vous présenter un peu notre solution, notre approche pour la gestion de cette configuration-là. Donc, en fait, pratiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un SaaS, puis on a une application qui peut être hébergée en mode local aussi, mais on a développé un CLI aussi qui permet d'interagir avec notre système plus facilement pour s'intégrer dans les différents pipelines ou dans les différents scripts. Donc, un point important à ajouter, c'est que le CLI, on l'a développé en mode open source et on relâche en mode open source au complet. GPL3. Oui, ben oui, puis en fait, l'idée, c'est qu'on veut que notre solution soit une solution de back-end, mais que si d'autres personnes veulent travailler ou prix d'entreprise, tu n'as pas les moyens de te payer un back-end, tu veux débrouiller par ton propre bord, ben pas de problème, tu y vas avec ça. Et puis voilà. Désolé si ça flash, là, je sais pas pour vous. En tout cas, moi, ça flash pas. Donc, en fait, notre key, c'est KH pour Key Harbor, KV qui est pour le Key Value, puis on peut interagir, dans le fond, avec le back-end, comme ça, simplement en ligne de commande. KH, KV, set le nom de ma variable avec ma valeur. On voit ici que la valeur a été créée. Je peux pousser des données comme ça, KH, KV7, disons l'URL de base de données. Je peux pousser une clé d'API. Je peux pousser des données privées aussi. Donc, en passant le mode private, ça va utiliser un certificat client que j'ai généré, que j'ai hébergé sur ma machine. KHKV-LS me permet d'aller chercher les valeurs. Je peux vous montrer en mode l'équivalent un peu en mode aussi en GUI, là. Donc, on a une interface SaaS qu'on rend disponible aussi, que vous pouvez héberger ou qui peut être en mode SaaS. Donc, en fait, ce que je vous présente en ce moment dans le LS, c'est les valeurs qu'on a poussées ici ensemble dans la démo. Donc, si je continue, on a un mode list, dans le fond, plus tableau. On a un mode list qui est plus en mode JSON, qui permet d'être plus exploitable dans les scripts ou dans nos pipelines de CI/CD. Donc, un mode qu'on avait trouvé utile aussi, c'est souvent la capacité de passer ces variables-là en termes de variables d'environnement à nos scripts. Donc, je suis capable, une fois que j'ai poussé ces variables-là dans KH, je suis capable d'aller exporter KH, KV, env, me permet d'aller exporter, de me donner le script qui exporte ces variables-là. Je peux l'avoir en format .env aussi, donc qui n'est pas exactement, qui n'a pas le export devant. Je peux sélectionner selon un préfixe. Donc, je peux utiliser un préfixe qui est KH-env, disons. Si j'ai un outil, je veux identifier toutes les variables d'environnement spécifiques à un outil, je les préfixe du même nombre. Dans mon cas, j'ai utilisé KH-env. Puis, quand je fais un get là-dessus, dans le fond, ça me retire le préfixe commun pour exposer mes variables dont j'ai besoin. Je peux facilement générer, là, dans ce cas-ci, si j'avais besoin d'un fichier temporaire, fichier d'environnement, je pourrais facilement générer un fichier .env en allant chercher les variables qui ont le même préfixe, disons KH-env. Et puis là, j'ajouterais un point, ce que Étienne vous montre là, c'est quand on est dans une équipe, à partir du moment où les gars de l'équipe ont le bon token et le bon emplacement, toutes ces variables-là sont accessibles par tous. Là, elles sont accessibles et visibles, mais elles pourraient aussi être masquées, de sorte que le gars pourrait ne pas les voir. Il y a accès, enfin, semi-masqué, on va dire. Puis ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que l'accès du back-end, dans le fond, là, quand je vais chercher mes variables, c'est géré par un token, c'est géré par des access API tokens. Donc, je peux contrôler, dans le fond, à qui je donne accès
pour quels environnements. Donc, mes développeurs ont peut-être juste accès à mes données de variables d'environnement de mon dev. Puis ma prod, c'est peut-être juste mon pipeline qui roule sur une branche bien protégée qui a accès à ces données-là. Donc, on sécurise comme ça nos données. Bon, là, le point peut-être un peu plus intéressant, c'est qu'avec tout ça, on est capable d'utiliser ces variables-là pour les injecter dans un script. Donc, en mode développement, c'est pratique d'aller évaluer nos variables d'environnement puis de les charger, dans le fond, dans mon environnement d'exécution. Par contre, ça laisse des traces dans mon shell si je veux rechercher dans mon historique ou si je veux rechercher, disons ici, je fais un écho, après les avoir sourcés, dans le fond, avec le eval, si je vais faire un écho de mon database URL, j'ai cette valeur-là qui existe encore dans mon shell. Donc, même chose pour API Key. Bon, j'en fais la démonstration ici. OK, je vais changer ma clé en passant. Je pensais que je l'avais corrigé. Vous n'avez rien vu. Donc, ici, si je les supprime. Non, ça va être. À mon avis, il va sauter. J'ai pas un gros budget là-dessus, de toute façon. Donc, je désactive mes variables juste pour vous montrer que j'efface mes traces, dans le fond, dans mon shell. Mais on a une méthode plus sécurisée pour charger ces variables-là. Donc, avec le khkv run, me permet, ici, je démontre que mon database URL, je suis capable de l'injecter à mon script, mais une fois que mon script se termine, il n'existe plus dans mon shell. Donc, ici, j'ai passé un print-env qui a la variable appname, qui arrive à l'afficher, mais on va voir qu'après, après, la variable n'existe plus n'est plus disponible. Donc, mon database URL ici là, était vide. Excusez, je passe vite, là, je me sens un peu pressé par le temps qui nous reste ce soir. Désolé. Donc, HKV run nous permet de passer une commande, puis une fois que la commande est terminée, on n'a plus accès, notre shell est propre, dans le fond. Donc, différents cas d'utilisation, je vais juste vous montrer quelques-uns. Là. Par exemple, si je veux charger des variables d'environnement pour partir un service, un node ou partir un Terraform apply ou partir un script shell, je peux faire en une seule ligne de commande partir mes affaires de manière clean. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? On a la possibilité de gérer les environnements. Donc, je vous disais, ces variables-là sont scopées aussi par projet, mais par environnement. Donc, je peux gérer mon dev, mon QA, mon staging, tout en respectant les accès que moi, j'ai le droit avec mon API token. En fait, ce que dit Étienne là, c'est très important. Dans notre outil, on a pris une décision qui était de découper, contrairement à d'autres outils. On prend Terraform, par exemple. Quand tu joues dans Terraform, tu n'as pas de notion d'environnement dedans. Si tu veux avoir une notion d'environnement, il faut que tu aies créé tes workspaces par environnement. Nous, on a pris la décision de faire un système où on fonctionne par environnement. Donc, quand tu déclares tes variables, tu vas dire, moi, je déclare mes variables pour un environnement de dev, où j'ai besoin d'un dev, d'un QA, d'un prod, et automatiquement, mes variables vont être stockées, on va stocker c'est ça par environnement, et des tokens pas spécifiques permettront d'accéder juste à un environnement en particulier. Parce que le cas de Terraform que j'ai vécu, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un a joué avec Terraform, il a pété une base de données de prod parce qu'il avait le mauvais token sur le système, il n'avait pas réalisé. Là, on peut pas. On peut pas parce que aux équipes de dev, tu vas donner le token de dev, c'est tout. Aux équipes de QA, tu vas donner le token de QA et tu t'assures une bonne ségrégation et d'éviter d'avoir des conneries, entre guillemets. Je vais finir avec cet exemple-là. Nous, le KH, on l'a mis open source, c'est pour qu'il soit utilisé. Nous, on ne croit pas au vendor lock-in non plus. Donc, on a bâti cet outil-là comme étant aussi un outil qui peut être utilisé sans un back-end ou sans une installation de Key Harbor. On aimerait bien ça, avoir des clients puis avoir une communauté qui embarque avec nous. Mais on a développé un back-end aussi qui peut vous servir en mode local. Donc, je peux faire la même démo en setant mon back-end en mode fichier. Puis, à ce moment-là, mes variables d'environnement vont être sauvegardées dans un fichier
local que je pourrais définir son emplacement. Puis je pourrais quand même gérer mes parades d'environnement de manière uniforme avec mon KH, KV, peut-être local, peut-être avoir une partie en prod sur un autre back-end. En fait, ça vous donne la flexibilité de l'utiliser dans vos projets sans être attaché à Key Arbor, puis sans être en étant autonome et indépendant. Bien entendu, en local, c'est beaucoup moins sécuritaire, évidemment, mais c'est mieux que ce qui existe aujourd'hui quand même. Je reviens sur le... Oui. Je vais aller effacer ma clé aussi. Là, je sais plus on est où. Qu'est-ce que je présente? Comment je reviens sur le PDF? Ah, voilà. C'est bon, on y est rendu. OK. Donc, en fait, juste simplement, là, bon, on va passer carrément à l'autre, comme on a passé beaucoup de temps. Le point important, nous, pourquoi on est là? Parce qu'on a besoin de gens avec qui travailler. C'est un problème? Excuse-moi. Celui-là ici, je pense. Non, c'est lui qui fait. OK. OK. Donc, j'allais dire, nous, on a besoin de travailler avec des facilement. gens. On a besoin d'une communauté de gens actifs pour nous aider à avancer. Donc, si on est venu là aujourd'hui, ben, c'est entre autres pour vous présenter, pour avoir des feedbacks, pour avoir des gens qui vont peut-être le tester, nous dire ça marche pas, il y a des choses qui fonctionnent pas. Donc, ce qu'on fait là, c'est que on vous a mis un lien ici, on vous a mis aussi une offre, c'est-à-dire on fonctionne par un système de crédit en interne, il n'y a pas besoin de carte de crédit ni quoi que ce soit. Mais si ça vous intéresse de participer avec ça avec nous, ben, on vous invite à vous inscrire. Avec le code Linux Québec, ben, vous avez 1000 crédits offerts. Donc, 1000 crédits, c'est pas mal de choses chez nous. C'est marqué dans une page là, combien ça représente exactement. Et ça fait quand même pas mal de choses. Donc, ben voilà. Donc, n'hésitez pas. On veut nous promouvoir ça, puis proposer des solutions souveraines. Aujourd'hui, ben, dans les exemples, par exemple, c'est utilisé chez BRP, par exemple. Puis on a d'autres compagnies aussi qui sont en cours d'installation, mais c'est quand même tout neuf. Donc, on a besoin de feedback, de commentaires. Le lien, c'est vers keyarbor.ca. On a mis un QR code dessus, mais c'est keyarbor.ca. Keyarbor. Arbor. K-E-Y-H-A-R-B-O-U-R. Oui. Parce qu'on est fan parce que moi, voilà, on est fan de nautisme, donc on a tout fait autour de la thématique nautique. Voilà. Est-ce que c'est accessible au moment? Ben, on a du travail à faire. Honnêtement, on a du travail à faire. On a juste notre première version. En fait, la version du SaaS officiellement, elle sort depuis hier. Jusqu'à là, elle n'était pas encore ouverte. On n'avait que du on-prem qui était disponible. Donc, la version SaaS est sortie d'hier. Donc, il y a encore plein de debugs, plein de choses à faire. Il y a du travail. Sur notre site keyarbor.ca, on est vraiment ouvert aux commentaires. Si vous avez notre adresse courriel, on a notre repo Git aussi, GitHub, pour le KH. On va être très heureux d'avoir des commentaires, puis positifs ou négatifs, on va tous les prendre. Voilà. Donc, Martial, on te rend la place. Y a-t-il des questions dans la salle? On va passer le micro. Où tout était clair? Est-ce qu'il y a des questions à distance? S'il y en a, vous pouvez parler à distance. Ben, sinon, on applaudit. Je vois qu'il y en a un qui est en train d'écrire. Où sont vos ressources hébergées? Pour l'instant, notre version SaaS est sur OVH au Canada, même au Québec. Ah ouais. Mais on mise beaucoup aussi sur la version hébergée self-hosted, donc qui pourrait être déployée en entreprise. Ouais, disons qu'on a commencé à approcher des grosses compagnies, puis pour les grosses compagnies, c'est évident que c'est l'on-prem qui veulent uniquement. Donc c'est pour ça que c'est une solution Docker qui est déployable assez facilement pour n'importe quelle compagnie. En fait, le SaaS, on n'était même pas sûr au départ si on voulait sortir un SaaS ou pas, parce que nos premiers contacts, c'était que des gens qui voulaient du on-prem, des grosses compagnies. Puis finalement, on a réalisé qu'il fallait pas qu'on passe à côté du SaaS quand même. Puis ne serait-ce que pour la communauté, on trouvait que c'était plus logique de développer une version SaaS aussi. Merci beaucoup. Voilà.